Bonjour à tous. Alors, on a la chance d'avoir Jérémy sur le podcast, qui vient d'un autre continent. Donc, on est content, hein, le même continent que mon continent natal. Donc, qui anime un podcast. Bonjour Jérémy. En fait, pour toi, il est quelle heure pour toi en France là? Salut Simon, il est 15 heures. Bon, bah écoute, bon après-midi. Donc, on est très content de t'avoir sur le podcast. Je vais juste te laisser te présenter tout simplement, Jérémy, nous parler un petit peu de toi, de ce que tu fais, puis après on enchaînera avec le reste. Écoute, pas de souci, c'est un plaisir du coup de passer sur ton podcast. Tu es passé sur le mien, on a parlé d'investissement, d'immobilier, des différences entre le Canada et la France et c'était passionnant. Les auditeurs, ils ont adoré. Moi, j'ai 28 ans. Je suis, mon travail, c'est d'être producteur de podcasts. C'est assez rare, hein, en France, il n'y a pas beaucoup de producteurs de podcasts, mais je produis des podcasts pour différentes marques et j'en ai un sur ma passion qui est l'immobilier, où on parle aussi, d'investissement en général. Et puis voilà, j'ai grandi, proche de Paris. Mon père est portugais, ma mère est polonaise, issus de l'immigration et d'ailleurs, j'ai toute une partie de ma famille, il y a une partie qui a émigré en France de Pologne et l'autre qui a émigré, au Canada. Donc j'ai de la famille à Vancouver, à Edmonton et je suis venu vous voir plusieurs fois et c'est un pays que j'adore donc très, très content de Bon, bah, pouvoir discuter avec toi. je ne savais pas que tu étais producteur de podcasts. On n'avait pas parlé de ça la fois passée. C'est quoi que tu fais pour ça? Bah, écoute, on a commencé avec une idée, qui était d'aider des marques à transformer du contenu écrit en audio Ok. et du coup des très bons articles de blog, des livres blancs et cetera pour en faire des podcasts. Ça a pas très bien marché, mais par contre beaucoup de marques voulaient lancer leur podcast d'interview comme tu fais toi ou comme je fais avec Ça fait un bail et hem et en fait, du coup, maintenant, on installe des studios, dans des bureaux. On donne, une formation, on explique, toutes les clés pour un podcast à succès et après donc les entreprises, souvent les fondateurs des boîtes enregistrent, nous envoient les pistes et nous on leur produit, on leur diffuse, on produit tous les contenus, tu vois ces petits contenus vidéo avec les sous-titres que tu fais sur tes pages et ben, on le fait pour eux, de manière à ce que ça soit vraiment, une offre clé en main sur du lancement de podcast. Ah, c'est super intéressant. Puis je pense que ça peut marcher. Tu vois, nous, beaucoup d'auditeurs cherchent un side hustle, c'est un projet à Ouais. faire le soir et les fins de semaine. Puis moi, je crois beaucoup à, tu sais, mettons, le contenu web, tu sais, faire du sous-titrage, faire de la publicité. Tu sais, mettons, maintenant, sur Canva, c'est facile, mais ça prend du temps à faire, tu sais, faire des Ouais. citations. Nous, un truc qui marche très bien avec Liberté 45, c'est les citations. Donc, à chaque fois qu'on met des citations, on en met 1 ou 2 jours, ben, les gens, il y a beaucoup de likes, il y a beaucoup de partages et on se fait connaître grâce à ce genre de citations. Donc, ouais, c'est super intéressant. Euh, Toi, dans le fond, tu es vraiment dans l'immobilier en particulier, là. C'est bien ça? Ouais, sur le podcast. Après, je suis un peu un geek de l'optimisation et de l'investissement. J'aime bien essayer plein de choses. Du coup, dès que je trouve un nouveau truc, je mets un tout petit peu dedans pour tester. Et après, si Ok. je trouve ça bien, je mets un peu plus. Mais donc voilà, j'ai fait aussi, j'ai fait de l'immobilier. J'ai fait ce qu'on appelle de l'immobilier papier aussi. C'est de l'immobilier, mais où tu n'achètes pas en direct. Tu achètes des sociétés ou des parts de foncières. En Europe, ça s'appelle des SCPI ou de l'investissement fractionné. J'ai fait aussi, voilà de la bourse, j'ai investi en start-up aussi, j'ai fait des petites choses comme ça. D'accord. Puis bon, au Québec, on a beaucoup de Français, j'en suis un. Puis comment ça se passe en France au niveau de l'immobilier, que ce soit résidentiel, donc avec des locataires ou commercial, ou comme tu disais, des fractions, donc peut-être des entreprises de gestion que toi tu mets ton argent et eux ils gèrent à ta place. Comment ça se passe le monde de l'immobilier, sachant que pour nos auditeurs, en France, vous êtes 68 millions d'habitants à peu près? C'est ça. Nous, ici, on est 8 millions et la France est 7 fois plus petite au niveau du territoire de la superficie. En fait, le Québec est 7 fois plus grand que la France. Donc, Ouais. nous, on a de très grands espaces. C'est sûr qu'on est très concentré dans certaines villes. Il y a des choses où il n'y a rien au Québec. Vous, en France, c'est quand même assez, on va dire, serré. Comment ça se passe au niveau de l'immobilier, des opportunités, etc.? Bah, c'est une bonne question. Alors il y a plusieurs, moi j'aime bien souvent les classer par taux de sérénité, je dis. Donc, il y a l'immobilier vraiment passif, bah, c'est acheter, des petites parts justement dans une foncière, des C'est quoi une SCPI ou passer foncière par exactement? Parce que on n'a pas une ce mot-là. foncière, c'est une société qui va détenir de l'immobilier.
D'accord. ou qui va détenir, par exemple, des centres commerciaux et cetera et du coup, finalement, c'est un investissement boursier, mais avec un collatéral qui est immobilier. Il y a des choses qui s'appellent les SCPI où là, tu es vraiment propriétaire de l'immobilier. OK. C'est plus vraiment de la bourse, tu es vraiment propriétaire et ils te reversent des revenus, et ils gèrent le parc pour toi et ça, par exemple, moi, j'ai investi dans une qui s'appelle Iroko, qui achète, des entrepôts, ils achètent des bureaux, ils achètent des locaux commerciaux et ils vont te reverser entre, 5 et 7 de rendement brut à peu près. Mais pour le coup, tu as rien à faire. Donc c'est ça peut être intéressant. Écoute, ça existe au Québec, je viens de le googler, les Ouais, SCPI. C'est d'ailleurs sur un article qui disent 4 placements très rentables, donc investir dans des SCPI, donc OK. il y en a au Québec. Écoute, je pense que c'est super, juste ça, on pourrait arrêter le podcast, les gens en auraient absolument mais continuons, que c'est Heu, super intéressant. Donc tu as pas à gérer les je locataires finalement, c'est un petit peu ce que les gens ouais. en fait, ont un peu de misère, hein, de gérer ça, donc les manques de paiement ou que la personne te détruit ton loyer ou bref, d'être très occupé. Est-ce que tu peux mettre des petites portions dans justement les fragmenter comme ça? Complètement, tu peux acheter en fait, à partir de, celle où j'ai investi, c'était à partir de 500 € je crois, 500 ou 1 000 €. Hem, non, c'était un peu plus gros, c'était 5 000, mais il y en a où tu peux mettre moins. Où il y en a où OK, tu peux mettre moins et en fait, ils vont avoir une stratégie et moi, c'est ce que j'ai aimé sur les SCPI, c'est que parce que je fais de l'immobilier en direct avec des moi, j'aime bien, faire des travaux, mettre les mains dans le cambouis, gérer des OK. problèmes et cetera. C'est ça qui me permet d'aller chercher des grosses rentabilités. Mais, et ça me permet de me diversifier parce qu'eux, ils achètent des biens que j'aurais pas pu acheter moi tout seul. Donc, des entrepôts, par exemple, pour faire de la logistique. Ça, j'y crois beaucoup, quand tu investis dans des bureaux en temps de avec le confinement et cetera, tu vois, les prix des bureaux ont un peu descendu en France et je sais pas à quel point ça peut être, stable. Alors que tu vois les entrepôts et la logistique pour le e-commerce et les boutiques, a priori, c'est quelque chose qui va continuer à grandir et à s'apprécier Je sais et que Uber veut acheter des mini entrepôts justement, ouais, Uber qui est mon partenaire, puis que dans la région de Québec, il m'expliquait que tout était loué, tous les mini entrepôts étaient loués. Puis bon, je viens de Québec, plus dans la région de Montréal et il disait là que dans la région de Montréal, les tours à bureaux sont vides et les restaurants, les petits bistrots et cetera, ils ont de la misère à survivre parce qu'il y a plus personne qui vient travailler. Tu sais, les gens se sont habitués pendant 2 ans à ne plus venir au bureau. Je sais pas pour vous, je sais pas pour toi en particulier. Moi, c'est vrai que de travailler de la maison, ça a changé complètement ma vie. Je peux passer du temps avec ma fille beaucoup plus qu'avant. Tu sais, avant, c'était 1 heure le matin dans le trafic, 1 heure le soir. Maintenant, non, tu sais, tu rentres à la maison. Tu es déjà à la maison. Donc, moi, je trouve ça formidable. Vous, comment ça se passe en France par rapport à ça? ouais, alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont mis sur des modes hybrides où on fait moitié-moitié, tu vois? Bon, moi, je gère ma propre boîte, mais pour mes employés, bah, c'est 3 jours au bureau et 2 jours, 2 jours de télétravail plus 2 jours de week-end. OK. Donc ça permet tu vois, potentiellement d'embaucher des gens qui travaillent un petit peu plus qui vivent un peu plus loin, parce que, bon, faire, 1 heure, ou 1 heure et demie de trajet, c'est compliqué tous les jours, mais si tu le fais, par exemple, 2 fois dans la semaine, c'est possible. Et ça a pas mal d'avantages. Et pour continuer sur les investissements un peu, fractionnés, il y en a un autre que j'ai testé et en plus c'est un franco-canadien qui a lancé ça, et je l'ai reçu sur le podcast, ça s'appelle Realty. C'est de l'investissement en fait, dans des parts d'une maison en particulier. Donc ils vont acheter par exemple un multifamily, de 10 unités à Auckland. Ils vont le tokeniser. Donc c'est un investissement qui se fait sur la blockchain et toi, ça te permet d'acheter là pour le coup à partir de même tu peux mettre 10 dans cet investissement et il y a beaucoup de sociétés qui ont essayé de faire ça. Il y en a beaucoup où honnêtement, tu as un peu peur que ça soit des arnaques, que ça soit pas, sécurité et cetera et c'est la seule qui fait ça en token que j'ai trouvé, sérieuse et Jean-Marc, il a un passif d'investisseur immobilier hyper solide. C'est pour ça que j'ai cru au projet. Il a beaucoup investi à Montréal avec son frère, Rémi. Ils se sont en fait inspirés des succès des Rockefeller et des grandes familles qui achètent tout à un seul et même endroit pour faire monter le prix de l'immobilier à un seul et même endroit
Et en 15 ans, à Montréal, ils ont acheté 18 000 unités. Donc, ils avaient 45 000 locataires à gérer en total. Donc, ça fait beaucoup. Ah bah ouais, Et là, t'as des gestionnaires qui t'aident là-dedans, là. C'est des ouais, conseils, c'est clair. etc. C'est des épisodes, à la limite, je te donnerai, si tu veux, les liens des épisodes, Ah si bah tu veux ouais. les donner sur ta newsletter, si ça intéresse les auditeurs. Et je crois qu'ils avaient. Après, ils ont fait ça ils ont tout revendu juste avant les subprimes. Donc, ils ont été plutôt bons là-dessus. Et après, ils ont réinvesti en Caroline du Nord. Ils ont investi à Miami aussi, avec des stratégies qui étaient intéressantes. C'était des quartiers qui étaient tellement mal famés OK. qu'ils ont acheté des centaines de biens dans des endroits où pendant presque 5 ans, ils ont pas loué, tellement c'était mal famé. Mais en fait, ils ont tellement acheté en masse et ils croyaient en cette stratégie et au fait que ça allait monter, qu'il y a certains biens qu'ils ont revendus en faisant, x50 sur leur investissement. Et c'est pour ça, c'est de l'investissement très c'est pas très sécure, hein, c'est sûr, c'est relativement risqué. Donc voilà, Ouais, vas-y, j'ai rien, excuse-moi. ouais, ils ont non, ils avaient un vrai passif d'investisseurs immobiliers, très solide, et maintenant ils essayent de le proposer à tout le monde en tokenisant et en passant, sur la blockchain ces parts d'immobilier, pour que tu puisses en plus emprunter via ça pour pouvoir, acheter davantage. C'est très intéressant comme milieu si vous vous intéressez un peu, aux cryptos et à la blockchain, d'aller voir ce qu'ils font, ouais. D'ailleurs, parlant de crypto, on va faire une petite, parenthèse là-dessus. Toi, c'est quoi Ouais, ta position par rapport à ça ou un petit peu ton idée par rapport à la crypto en ce moment? Surtout avec les chutes qu'on assiste, on a quand même ouais. perdu beaucoup. Comment tu vois ça? Moi, comme je t'ai dit, j'aime bien tout tester, donc j'ai testé, j'ai acheté un ou 2 NFT pour tester, j'ai acheté un peu de petites cryptos, j'ai acheté des très grosses, des plutôt Ethereum, Bitcoin, et cetera. Et j'ai jamais encore saisi l'utilité vraiment profonde d'aucun de ces actifs-là. Donc j'ai vraiment jamais je conseille à personne de mettre une grosse part de son portefeuille dans ces assets-là. Maintenant, je pense que les grosses cryptos, Bitcoin, Ethereum, elles devraient continuer à se développer, devrait y avoir plein de projets qui continuent à se construire autour. Donc, je pense que c'est pas déconnant, si tu arrives à mettre, 200 € de côté par mois, bah, de mettre, 10 ou 20 € dessus, pourquoi pas. Mais voilà, je suis pas encore, assez convaincu pour me dire: «OK, je mets 50 sur la crypto, par exemple, et 50 pour l'immobilier». Je préfère mettre, ça dans ma poche très, très risquée, donc à savoir 5-10 de mon portefeuille, et je m'arrête là-dessus. OK, ouais, ça, j'ai un peu la même opinion que toi. Déjà, je ne comprends pas tout. Puis quand tu parles avec des gens de crypto, des purs et durs, de leur demander d'expliquer, ils vont te sortir trois quatre mots, ça va te faire tourner Ouais, la tête. Puis après, c'est comme, bon, OK, tu sais, c'est comme, si tu crois pas, tu es un loser parce que tu ou si tu comprends pas ou que tu comprends pas l'utilité, tu es un loser, puis que tu pas visionnaire, puis tu pas bâtisseur. Donc, j'ai un petit peu de misère avec l'environnement de la crypto. Mais bref, c'était ma parenthèse. Au niveau de l'immobilier, pour continuer là-dessus, est-ce qu'il y a, nous ici au Québec, il y a une certaine pénurie de logements. Vous, en France, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des opportunités? Est-ce qu'il y a des techniques que tu pourrais nous partager, que peut-être que vous avez chez vous, puis que nous ici, on pourrait utiliser? Je crois beaucoup au partage. Par rapport à ça, par rapport à acheter ton premier bloc, de s'associer avec des gens ou bref, des trucs. Je ne suis pas un pro de ouais. l'immobilier, contrairement à toi. Donc, si tu as des choses à nous partager. Bah, écoute, ouais, tu vois, j'avais commencé par te faire un peu les investissements les plus accessibles et les plus, autonomes, où tu avais vraiment rien à faire, et après tu peux arriver sur des opérations comme moi je fais. Donc ensuite tu peux acheter par exemple le petit studio, c'est peut-être le plus simple. Tu achètes un petit studio, pas très loin d'une grande ville, tu le mets en location, tu trouves ton crédit, tu le mets en location, et si tu t'es bien débrouillé, que tu as fait un petit peu de travaux par toi-même, dans cet appartement, tu peux te retrouver à avoir un crédit des loyers qui remboursent ton crédit. Si tu veux aller plus loin et créer du cash flow, il faut que tu trouves des stratégies à fort rendement. Et moi, quand j'ai investi pour la première fois en 2019, OK. et je savais que j'allais quitter mon job parce qu'on s'entendait plus. J'avais aidé une boîte américaine qui s'appelait Millpal, Millpal, c'est un abonnement pour manger le midi, et je OK. les avais aidés à lancer le. Moi, j'étais client quand je travaillais à San Francisco pendant quelques mois, et je leur avais envoyé un message,
En fait, je vois trop ça à Paris, il faut absolument lancer ça. Donc ils m'avaient envoyé à Paris pour lancer le business et après j'ai fini par je lancer plusieurs pays pour eux, c'était cool. Heu et hem et en fait, j'ai fini par me fâcher avec la direction, clairement. OK. C'était un management à l'américaine, bah, tu vois, on parlera peut-être des différences plus tard, mais là-dessus, il y en a des grosses. Et j'ai quitté le CDI, donc en Europe, tu as un CDI, c'est contrat à durée indéterminée. C'est un peu le graal, pour emprunter à la banque, il te faut absolument ça. Si tu OK. es entrepreneur Si tu entrepreneur, il te faut minimum 3 bilans comptables qui sont en croissance. Tu peux pas, au bout de 2 ans d'entrepreneuriat, par exemple, tu peux pas emprunter de l'argent, c'est très compliqué. Alors que Donc si tu as un CDI de l'accès ouais. au crédit en France est un petit peu plus compliqué de ce que j'ai l'impression. Nous ici, c'est assez facile. Nous, c'est très compliqué. Si tu as pas un contrat à durée indéterminée, la banque, elle te regarde mal. Elle va vraiment mal te regarder et vu qu'on n'a pas ce que vous avez en termes de credit score et cetera, elle peut se baser que sur ton contrat de travail finalement. C'est quasiment le un des seuls critères qu'elle va regarder Puis ça, et du on coup en a parlé la fois passée quand je suis venu sur ton ouais, podcast. C'est important, tu sais, moi en tant que Français, avec mes parents, quand on est arrivé ici en 2006, ils nous ont dit: «Les gens, il faut absolument que vous ayez une carte de crédit puis que tu la fasses aller pour faire aller ta ouais. cote de crédit finalement». Et je me souviens que mes parents, ils se disaient: «Mais voyons donc, pourquoi ils voudraient que je m'endette? Pourquoi ils vou» mais c'est la grosse différence, c'est qu'en France, le moins tu as de crédit, c'est le mieux dans le fond. Ça veut dire que tu as pas besoin de crédit, donc tu t'en sors par toi-même. Alors qu'ici au Québec, disons qu'ils veulent voir à quel point tu es capable d'être un bon payeur, d'emprunter et de rembourser. Donc oui, l'accès au crédit, pour ceux qui savent s'en servir en tout cas, est assez facile. Alors que nous, voilà, nous on appelle tout le monde appelle ça une carte de crédit en France, mais ça a aucun crédit, c'est une carte de débit en fait qu'on a tous et dès qu'on si on met de l'argent dessus, on peut payer, ça sort immédiatement de notre compte. C'est pas du tout du crédit et les banques regardent pas vraiment ça pour te donner un emprunt. Elles regardent, en fait, tu as le droit d'être à 33 ou 35 d'endettement en France. Donc voilà, si tu gagnes 3 000 € par mois, tu as le droit d'avoir une mensualité de 1 000 € par mois pour acheter un bien et si je veux simplifier, ça s'arrête là OK. et du coup, si tu veux chercher, du coup des biens où, bah, tu vas pouvoir, sortir du cash flow, il faut en effet que tu ailles vers des stratégies qui peuvent être différentes. Il y en a une, c'est d'acheter des immeubles. Donc tu achètes des immeubles, tu mutualises beaucoup sur les travaux, et ensuite tu vas exploiter ces différents appartements, par exemple, tu vas en prendre un en location longue durée, un en Airbnb en location courte durée et ça va te permettre de booster un peu ta rentabilité. Moi, ce que j'ai choisi, c'est de faire de la colocation. Donc j'ai acheté des grands appartements. J'en ai 2 aujourd'hui, donc des appartements d'à peu près 100 carrés. En France, c'est grand un appartement de 100 carrés à côté de OK. Paris, mais OK. peut-être que chez vous, c'est petit, vu que les Bah, surfaces sont pas pareilles. vu que je compte maintenant en Ah pieds oui, bah oui, en plus, c'est en pieds carrés, bah oui. carrés. Ça, c'est un truc que je me suis comme habitué ici. Maintenant, je compte en pieds, tu sais, je connais ma taille en pieds, mon poids, c'est en livres, je compte plus en Ouais, kilos. C'est fou l'adaptation quand même, tu sais, ça fait 16 ans que je suis ici. L'adaptation, c'était, en tout cas, c'était pas ouais, c'était c'est vrai. je regardais en pieds carrés, donc c'est 1076 pieds carrés pour, le OK. 100 pieds Bah, carrés. écoute, c'est du coup, en fait, j'achète mon premier appartement, il fait 85 carrés. Donc en gros, c'est un salon qui fait, 35 carrés. Il y avait une cuisine séparée et 3 chambres. Moi, j'ai transformé la cuisine en une quatrième chambre. J'ai fait une cuisine ouverte dans le salon et ça m'a permis de faire une colocation de 4 chambres. Donc, je vais pouvoir louer à des je pensais louer à des étudiants. J'ai acheté à 20-25 minutes de Paris, à côté d'un grand centre où il y a des universités. Mais en fait, j'ai que des jeunes travailleurs qui travaillent à Paris et qui peuvent pas se permettre de payer, 900 ou 1 000 € à Paris, donc ils préfèrent aller payer des chambres à 600 €, mais faire 20 minutes de transport, le matin et le soir et Est-ce que c'est vrai? J'avais vu un reportage passer ouais. qu'il y avait des files d'attente pour aller visiter un appartement, sur la région parisienne justement, tellement il n'y avait pas de logement pour les étudiants et cetera, que c'était super cher. Est-ce que c'est dans certaines régions qu'il y a cette pénurie de logements ou c'est un petit peu partout pareil en France? Ah non, complètement, complètement. À Paris, pour avoir une place, dans un petit appartement ou dans une colocation, il faut avoir, déjà, faut avoir un dossier où
où tu touches déjà 3 ou 4 fois le montant du loyer. Il faut que tu aies, évidemment, des papiers français, un contrat de travail, longue durée. Comme pour les c'est plus difficile parfois de une fois, j'ai eu quelqu'un sur mon podcast qui m'a dit: «J'arrivais pas à louer un appartement». Du coup, je suis allé à la banque et j'ai demandé un crédit, j'en ai acheté un, parce que c'était plus facile d'acheter un appartement que de le louer. C'est fou. Que c'est ça peut être vraiment compliqué et c'est pour ça du coup, bah, que tu as des investissements qui peuvent être faits un peu plus loin de Paris. Parce que Paris, c'est quand même très cher, tu vois, on a un petit appartement, de 2 chambres, ça coûte vite, 500 000 €. Et du coup, bah, moi, j'ai acheté du coup cet appartement, par exemple, le premier dont on parlait, où j'ai fait 4 chambres dedans, je l'ai payé 168 000 €. Et il y a un énorme, tu vois, il y a un énorme trou entre Paris et heu et 20 minutes en transport plus loin, tu peux vraiment diviser par 5 le prix de l'immobilier. Et ouais, un petit peu comme nous à Montréal, si dès que tu t'en vas sur la rive nord de Montréal ou la rive Ouais, sud, les prix sont tu sais, tu regardes une maison, admettons, moi j'habite à une trentaine de minutes de Montréal. Ma maison, si je la prends là comme elle est là, puis je la mets à ouais, Montréal, elle vaut probablement aux alentours de 2 millions là. Oh, pour c'est vrai, là, ça. je dis pas ça pour exagérer, c'est insane les prix à Montréal, ça n'a aucun sens. Tu vois des bicoques, des trucs qui tombent en ruine à genre 700 000 $, puis tu te dis: «Attends, mais il y a quelqu'un qui va payer pour ça?» Mais oui, il y en a qui vont payer pour ça, puis écoute, s'ils achètent, c'est qu'ils ont trouvé c'est que pour eux, ça va valoir quelque chose plus tard. Puis Exactement. à Montréal, comme tu dis un petit peu à Paris, c'est très cher. Nous, on est encore loin, en tout cas assez, en retard, si je peux dire le mot retard, par rapport à des grosses villes comme le Toronto ou Vancouver, ce genre de choses-là, ce genre de villes-là. Ouais, Montréal est encore très, très bas au niveau du prix, là, de l'immobilier. Donc, il y a probablement encore des bonnes choses à aller chercher pour une bonne rentabilité dans le futur. c'est ça. Et sur Paris, c'est une toute petite ville. Je connais pas la taille de Montréal, mais Paris, ça fait c'est toujours des kilomètres, hein, ça fait 10 kilomètres sur 10 kilomètres. Donc en gros, je peux traverser Paris en courant en moins d'une heure, je peux passer d'un côté à l'autre, quoi. Ah ouais? Heu, ouais, Ouais, c'est parce qu'après, tu as c'est tous les arrondissements autour de Paris, là. exactement, et c'est très concentré. Alors pour le coup, on n'a pas de grandes tours. À Paris, il y a quasiment pas de bâtiments de plus de 6 étages, parce qu'il y avait des projets architecturaux, notamment le baron Haussmann qui a créé quasiment tout Paris, qui avait un peu interdit et mis ses règles comme quoi tu étais obligé d'avoir 6 étages sur un bâtiment parisien. C'est ce OK. qui fait l'harmonie de la ville aujourd'hui. Donc Paris, c'est 104 mètres carrés, 104 kilomètres. C'est Moi je dis dans les grosses lignes, ça fait 10 kilomètres sur 10 kilomètres à peu près. C'est ça, donc 100 Voilà. kilomètres carrés. Ouais, Montréal, c'est 431 kilomètres carrés, donc ouais, on est voilà. 4 fois plus gros. Donc si on parle de, tu vois, de rareté, par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent que Paris, c'est déjà trop monté et à un moment, ça va descendre, que la bulle va exploser. Moi, j'y crois pas du tout, parce que, c'est un bien rare, en fait. Avoir un bien, à Paris, dans une si petite surface, une ville qui est connue mondialement et appréciée, alors appréciée, elle est détestée par certains et appréciée par d'autres, mais voilà, il y aura toujours des gens pour acheter un bel appartement avec vue sur Paris, il y aura aucun problème. Et après, tu as en effet, bah, on parlait du Covid, du Covid tout à l'heure. Il y a eu une exode un peu des gens qui sont partis des grandes villes, qui ont pu aller télétravailler à 1 ou 2 heures de ces grandes villes, ce qui a, un peu boosté l'immobilier dans des zones plus rurales. Et il y a des belles opérations à faire sur des zones, du coup un peu plus rurales. OK, donc Paris demeure la ville la plus chère, heu, en France, pas Ouais, de mal. loin. Ouais, De OK. loin. Après il y a Bordeaux qui a beaucoup suivi, en plus il y a le TGV qui est arrivé, du coup ça a énormément boosté, c'est une très belle ville. Il y a Lyon peut-être en troisième ville, et après OK. ça Toute la descend Côte vraiment grandement. d'Azur, Marseille et les régions comme ça au bord de la mer? Et ben Marseille, écoute, tu vois, c'est une des plus grandes villes de France, mais c'est une des seules où le prix de l'immobilier est pas encore beaucoup monté. Je me demande Quand je demande pourquoi. à mes quand je demande à mes invités, où est-ce qu'il faut investir en 2022, où est-ce qu'il faut investir en 2023, il y en a beaucoup qui me répondent Marseille, parce que c'est encore une ville où, je pense qu'il y a des progressions à attendre qui vont être importantes. Et c'est un peu le bordel à Marseille, en effet, du coup, dans certains quartiers, du coup, il y a aussi cette, mauvaise image de Marseille Mauvaise qui reste, réputation. et qui fait que les prix sont pas encore montés. Comme dans certains quartiers de Paris où c'était le cas il y a 10 ou 15 ans aussi.
Et en fait, petit à petit, il y a des beaux commerces qui s'installent, il y a les prix qui montent et cetera et il y a une amélioration des conditions et du coup, une augmentation des prix. Puis, il y a beaucoup d'immigration en France, légale ou illégale. Comment ça se passe par rapport au marché immobilier? J'ai vu des lois complètement débiles par rapport aux squatteurs. La personne, tu t'en vas en vacances, elle rentre, elle change les serrures, c'est à elle, tu peux pas l'expulser, ce genre de trucs-là qui me font capoter. Ouais. Comment ça se passe avec ça, avec l'immobilier par rapport justement à l'immigration? Ouais, écoute, c'est une bonne alors sur ces lois, du squat, il y a des choses qui sont un peu en train de changer, mais en vrai, je connais personne à qui c'est arrivé, tu vois? Ok. Même si ces lois, elles existent. Mais en effet, légalement en France, dans les lois, si quelqu'un est, chez toi depuis plus de 72 ou 48 heures ou 72 heures, tu n'as pas le droit de libérer l'espace sans demander aux autorités de s'en occuper. Et en fait, les autorités en France, bah, il faut passer par un huissier, puis par un juge, puis par, les autorités. Souvent, ça prend, 1 à 2 ans minimum, que ça soit pour un squat ou pour quelqu'un qui ne paye plus ses loyers. Donc ça, c'est la plus grande peur, je pense, tu vois, des personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier, en France. Il y en a du coup qui préfèrent aller, acheter par exemple des petits entrepôts ou des garages parce que pour le coup, enlever une voiture d'un box, c'est beaucoup plus simple. Hem, mais il faut savoir que si tu sélectionnes correctement les locataires, que tu fais jouer à la fois, des choses très statistiques. Moi, je suis, tu vois, très carré quand tu parlais de la tension locative sur mon premier appartement, de 4 chambres, quand je l'ai mis sur le marché, en une journée, j'ai reçu plus de 100 dossiers de location Ok. et sur 100 dossiers, du coup, bah, en fait, tu en as 80 qui sont vraiment nuls malheureusement. Des gens qui ont aucun revenu, aucune garantie et cetera. Tu en as 20 qui ont des dossiers corrects et après, il faut que tu discutes avec eux, que tu vois un peu lesquels sont lesquels te semblent les en fait, souvent, moi, je me dis: «Si j'avais à vivre dans cette coloc, est-ce que j'aimerais qu'il soit là ou pas?» Ouais, et bah ouais. et je finis par choisir et dans ces conditions-là, honnêtement, ça c'est plutôt tranquille, il y a pas trop de problèmes. Alors quand tu commences à avoir un parc de plusieurs dizaines, centaines de lots, c'est obligé que ça t'arrive de tomber sur des mauvais locataires qui vont t'abîmer, un bien, mais ça sera pas la majorité. Non, c'est ça, c'est toujours, on va dire, rare, mais j'avais lu une statistique que je ne citerai pas parce que je m'en souviens pas, mais c'était quand même assez énorme, nous, ici au Québec, le pourcentage de propriétaires qui se retrouvaient à la régie du logement, au tribunal administratif du logement pour, cause de non-paiement. Il y avait quand même une statistique, c'était pas 5 là, c'était pas mal plus haut. Ouais, Ça m'a quand même impressionné. Après, bah, ça dépend tu sais, nous, quand on parle d'investissement avec Hubert, des investissements à la bourse ou autre, le but, outre de faire de l'argent puis de faire du rendement, c'est de bien dormir le soir. C'est de te coucher en étant serein. Tu sais, ouais. tantôt, tu les as classés par sérénité, puis j'ai aimé ça, j'ai trouvé ça comique. Mais c'est un petit peu ça, tu sais. Est-ce que toi, si tu es propriétaire, est-ce que tu vas bien dormir le soir ou tu vas te ronger les ongles à te dire: «Est-ce qu'il est en train de scraper mon appart? Est-ce qu'il va me payer? Est-ce que j'ai besoin de» si tu as besoin de ce loyer-là qui tombe demain, c'est peut-être pas un bon investissement, pour toi finalement, enfin en tout cas pour cette personne-là. Ouais, c'est clair, il y a toujours, tu vois, je parlais des stratégies à haut rendement comme la colocation ou la location Airbnb. Mmh. Moi, j'ai toujours ce truc de me dire parce que ça, en fait, plus tu résous des problèmes, plus tu vas avoir du rendement, ça, c'est une certitude. Donc quand je fais mon opération, immobilière, je me demande toujours, en fait, si jamais je n'arrive pas, en fait, à la louer en colocation ou que c'est trop de galère, que je me retrouve avec trop de colocataires qui font la fête dans mon appartement parce que c'est des jeunes en colocation ou en Airbnb, c'est trop compliqué la gestion, j'arrive pas à être accompagné correctement là-dessus. Je regarde toujours combien j'arriverai à le louer en longue durée et la longue durée, donc c'est des baux qui peuvent durer, 3 ans. Normalement, tu as pas de problème, en fait, tu as quasiment rien à gérer si tu loues à une famille, par exemple. Donc du coup, je regarde toujours les chiffres qui sont souvent plus bas pour voir si le crédit se rembourse. S'il se rembourse quand même, du coup, moi, je dors sur mes 2 oreilles. Est-ce que toi, en tant qu'investisseur immobilier, est-ce que tu as eu des mauvaises expériences qui te sont arrivées malheureusement ou, à date, ça se passe bien? Non, avec des locataires, ça s'est toujours bien passé.
J'ai eu des opérations où j'ai signé et j'ai galéré avec des plans à la mairie, où j'ai jamais réussi à monter le projet, ça oui, mais avant la gestion en tout cas. Mais sur la gestion, ça s'est toujours bien passé. Je pense être bien méthodique sur ma recherche de locataires et ça fait la différence. OK. Est-ce que tu es OK si on parle de mindset au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de Ouais, l'investissement? Je te laisse partir là-dessus parce que au dernier podcast, pour ceux qui l'ont pas écouté, je mettrai le lien, que je fais donc sur le podcast de Ça fait un bail. On parlait du mindset entrepreneurial, Québec versus, ou on va dire Canada, États-Unis versus France. Moi, c'est vrai que je trouve que personnellement au Québec, on est assez ouvert. Majoritairement, je pense que les gens, comme aux États-Unis, sont contents quand quelqu'un réussit, à des exceptions près, mais quand même, je ne ressens pas une certaine pression sociale. Toi, comment ça se passe en France pour quelqu'un justement qui a moins de 30 ans, puis qui investit, puis comment tu pourrais comparer ça? En plus, tu as voyagé, tu es allé vivre aux États-Unis, et cetera, donc ça peut être intéressant que tu en parles. ouais, écoute, moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de changer en ce moment. Il y a beaucoup de personnes qui prennent la parole sur LinkedIn, sur les réseaux et cetera, qui parlent de combien ils gagnent, où est-ce qu'ils investissent, combien ils investissent et ça, c'est très nouveau. Donc je pense qu'en fait, ça représente, finalement un pourcentage très très petit de la population, peut-être un 1 qui sont prêts à en parler de manière assez ouverte. Quand tu es venu sur le podcast et que tu as rapidement dit, que voilà, toi ton capital, personnel, c'était ça et cetera. C'est quelque chose qu'on n'entend jamais en France. Donc les gens ne le disent pas. Je pense qu'il y a toujours un peu cette peur de dire combien tu as, combien tu gagnes et cetera. Parce que pour certaines personnes, c'est assez mal vu. On a un pays où aujourd'hui on a bah, on va parler politique, hein, mais Ouais, ouais, aujourd'hui donc on a le président Macron qui a créé un un parti qui est centriste, donc qui est vraiment entre la gauche et la droite. Donc c'est un bon mix entre le socialisme, le libéralisme et cetera. Mais je pense que si tu compares en fait avec les États-Unis, le Canada, je connais un peu moins, mais si tu compares avec les États-Unis, nous, notre droite, c'est leur gauche en fait encore. Donc, quasiment, bah on oui. est beaucoup plus protégés, on est beaucoup plus protégés. Il y a des aides qui sont beaucoup plus importantes et ça fait du coup que, en effet, les riches sont pas mis sur un piédestal. Ils sont plutôt, quand tu regardes les commentaires sur les réseaux sociaux et cetera, tu vois que les riches sont pas appréciés. Heu, Moi, quand je regarde mon cercle, tu vois, parisien, sur LinkedIn et cetera, des gens qui sont professionnels, c'est les success stories, elles sont mises en avant et quand tu vois, en fait, la majorité de la population, on parlait d'émissions comme TPMP qui sont très grands, touche pas à mon poste en France. Tu as des c'est une population c'est très populaire, en fait, l'audience de ces chaînes et là, c'est en effet souvent les patrons qui sont un peu tirés dessus, quoi. Effectivement, on a eu la fois passée avec le député en France, Louis Boyard, qui est venu. Je sais pas si tu as entendu parler de cette petite polémique avec Cyril Hanouna. Ouais, 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 exactement et puis, tu vois des tweets, par exemple, récemment, il y a eu un tweet d'un député, qui disait, «Propriétaire immobilier, tremblez», il disait. Qu'en gros, en fait, il avait gagné un droit de vote, et il disait qu'il allait passer des lois pour qu'en fait les propriétaires, ils soient on les saigne en fait, qu'il y ait beaucoup plus d'impôts, qu'il y ait beaucoup plus parce que pour lui, c'était pas normal en fait de les multipropriétaires pour lui, c'est le mal. Si tu es multipropriétaire, c'est que tu essayes en fait de te servir des autres et cetera et il y a clairement des personnes, même, tu vois, des personnes qui sont dans le gouvernement et cetera, qui peuvent, avoir cette vision-là. Mais ce qu'on dit souvent, en tout cas, le mot que j'entendais régulièrement pour parler de la France, c'est que c'était un pays d'assistés. Que les gens, finalement, ils n'avaient pas forcément besoin de travailler. J'ai écouté la fois passée, petite parenthèse, justement, une émission. Puis le monsieur, il gagnait avec l'aide des les allocations familiales, et cetera, il gagnait 6 000 € par mois juste en allocation familiale. Donc, il disait, pourquoi ce mec-là irait se lever le matin pour aller travailler quand de chez lui, il peut faire 6 000 €? Tu sais, Ouais, ça, c'est des histoires, je sais pas trop d'où elles viennent, d'où elles naissent parce que pareil, tu vois, j'en connais pas et pourtant je connais plein de monde qui savent très bien optimiser, ces aides et cetera et moi le 1er d'ailleurs, je fais toujours
quand j'ai le droit à quelque chose, bah, évidemment, je vais le chercher. Mais je pense que ouais, ça reste vraiment très, très, très minoritaire. On a quand même des aides pour, oui, en effet, plus tu as d'enfants, plus tu as d'aides. Hem, Quasiment tout le monde a le droit à une aide, même si tu arrives et que tu as pas les papiers français et tout. Je crois que tu as le droit au RSA qui représente 500-600 € par mois, mais pas 6 000 €. Il y a des aides qui sont, dont moi j'ai bénéficié, par exemple, bah, quand j'ai quitté cette boîte américaine, ils m'ont plus ou moins viré. Du coup, tu as le droit au chômage et j'avais un chômage très intéressant. Tu touches quasiment 70 de ton salaire précédent. Moi, je touchais au chômage 2 500 € par mois pendant 2 ans. Et en fait, il y a en plus des programmes qui sont mis en place. Si tu es en création d'entreprise et que tu sais justifier d'une activité que tu es pas en train de te tourner les pouces, Ouais. et ben, en fait, tu as aucune autre obligation. Tu es pas obligé d'accepter un autre job et cetera, et ils vont continuer à te payer ce chômage. Donc c'est en fait la meilleure aide que tu puisses avoir pour les entrepreneurs, c'est finalement de pouvoir les payer qu'ils se continuent à être payés pendant 2 ans pendant qu'ils lancent leur projet. Et il y a beaucoup de projets qui naissent de cette aide-là. Donc voilà, il y a des bonnes aides, d'autres non. C'est une énorme machine à gaz parce que il y en a qui arrivent à en profiter, qui ne le méritent pas, d'autres qui devraient en mériter plus et qui ont pas non plus. D'ailleurs, tu vois, quand tu investis dans l'immobilier, il y a plein d'aides qui sautent parce que tu peux pas avoir. Parce que en fait, si tu as c'est souvent des conditions de salaire. Donc si tu touches, déjà, 1 500 € par mois de loyer, bah, tu auras le droit à aucune aide. Mais Et ouais. ça se trouve, tu as un crédit de 2 000 € sur ces 1 500 €. Donc tu as des investisseurs qui peuvent se retrouver à toucher aucune aide, de l'État. OK, c'est super intéressant. Est-ce que vu que je t'ai dit tantôt, hein, j'enregistre présentement sur mon ordinateur qui a plus de place, j'ai peur que ça coupe puis qu'on Ouais. ait pas la fin du podcast. Donc mesdames et messieurs, si à un moment donné ça coupe, c'est que mon ordinateur avait plus de place. Est-ce que tu aurais des choses que tu voudrais discuter, ou des questions, des points à apporter pour justement notre auditoire qui est plus au Québec? On a aussi, je regardais les stats, on a beaucoup de pays en Afrique qui nous écoutent. Donc Ouais. est-ce que tu aurais des choses que tu voudrais qu'on discute, Jérémy, qu'on n'a pas Non, bah, discuté? écoute, moi, j'avais bien aimé la partie, side business un peu dont on avait parlé sur l'épisode. Hem et c'est quelque chose, je pense que les Français peut-être ne se lancent pas assez dans ces choses-là, et j'ai l'impression qu'il y a plus de dynamisme, c'est plus de personnes qui ont un side business, une deuxième activité, au Canada ou aux États-Unis, mais peut-être que je me trompe. Heu, J'ai pas la statistique. Est-ce que toi, tu aurais des idées de deuxième emploi ou, on va dire side hustle, side business, side project, peu importe? ouais, alors moi j'ai testé un truc pareil, dès qu'il y a un auditeur qui me dit: «Ah, t'as essayé ça?» Je lui dis: «Bah, vas-y, je vais essayer si tu veux», et je ferai OK. un épisode dessus, et puis souvent ils aiment bien, je leur fais un bilan, je leur envoie sur, LinkedIn ou sur Instagram, et ils ont l'impression d'avoir quelqu'un qui se lance avant eux. J'ai fait l'année dernière, j'ai acheté une voiture pour la mettre en location. OK, Donc j'ai acheté une voiture à 7 500 €, une Peugeot 208. d'accord. Et je l'ai garé du coup en face devant chez moi à Paris. Ah, tu as des locations que tu dois payer en fait pour te garer dans la rue à Paris, mais si tu es résident, ça va, tu payes moins visiblement. Si tu es pas résident, tu payes presque 70 € par jour, donc Aïe, tout aïe. l'intérêt est perdu. Oh, ouais. Mais sinon moi je paye à peu près voilà 15-20, quin allez, une dizaine d'euros, une cinquantaine d'euros par mois. OK. Et du coup, je l'ai mis en location sur une plateforme qui s'appelle Getaround. Je sais pas si vous avez, des Non. plateformes comme ça où tu Nous, peux on a louer les Turo. voitures de OK, Turo, qui est la grosse application pour louer les d'ailleurs, OK. j'ai acheté une BM au mois de mai. Puis je m'étais dit: «Ah, je vais la mettre sur Turo», puis là, je l'ai mis sur Turo, puis j'ai une première location, puis j'ai Ah ouais. annulé. Donc là, je dis: «Ah, finalement, je vais la garder pour moi, la BM». Mais vas-y, je te laisse Mais continuer. mais tu vois, ça, c'était intéressant parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible. 7 500 €, tu peux même prendre un crédit consommation, donc un petit crédit à la banque pour l'acheter, et te retrouver à payer, je sais pas, à 100 ou 200 € par mois. OK. Et je l'ai mis sur cette plateforme, et j'arrivais à générer 700 ou 800 € par mois avec, et ce qui permet en fait,
Après, tu payes des impôts sur ces revenus, mais en 2 ans, tu as remboursé ta voiture et tout le reste après, c'est du cash flow, vraiment pour toi dans ta poche. Ça te permet aussi d'avoir une voiture si, par exemple, tu vois, moi jamais j'aurais eu une voiture à Paris, si sans ça, parce que de toute façon, c'est très compliqué de rouler à Paris, je crois que la moyenne, c'est 12 ou 13 kilomètres/heure quand tu roules à Paris tellement c'est bouché OK, ouais. et qu'il y a de voitures. Et du coup, alors, ça, tu vois, c'est un bon petit side business qui peut être commencé, assez facilement et qui est relativement passif. À Ouais, l'inverse, ouais, tu vois, ouais, ouais. de création de contenu, par exemple, ou de sous-titrage. Bon, là, tu as vraiment tu encore une corrélation entre le temps que tu passes et l'argent que tu vas gagner. Et ça, c'est intéressant. Il y a toujours des risques, hein. Si ta voiture, elle se crache, bon, bah, tu as perdu ta mise, même s'il y a des assurances. Mais ouais, ça, c'est un bon petit side. On a plusieurs auditeurs du podcast. On a aussi un groupe privé de Liberté 45 qui avait utilisé Turo pour louer leurs autos et ils avaient partagé les chiffres et c'était intéressant. Tu sais, tu peux faire une coupe de, tu sais, quelques cents, une centaine de dollars et plus par mois. Tu sais, à un moment donné, puis eux, ils louent leur propre voiture parce que justement, avec le télétravail, etc., il y en a plein que leur voiture, elle est chez eux, en avant de chez eux, puis qui s'en servent pas. Donc, ça peut être, ou si tu as deux voitures, toi puis ta conjointe, par exemple, bah, tu en utilises juste une, ça peut être intéressant. On a Uber qui a des machines distributrices, qui en a une dizaine de machines distributrices, qui ça aussi, ça marche bien. Il y a d'ailleurs lancé une formation sur les machines distributrices qui est accessible à nos membres gratuitement, dans le fond. Donc, est-ce que tu avais d'autres choses comme ça, d'autres side business? Bah, alors après, il y a toujours la création de contenu. Moi, Ouais. je suis je suis en plein dedans. Si je peux vous parler du modèle, parce que je pense que toi, tu as pas de sponsor sur le podcast, il me semble. Non, on n'en a Tu pas, puis as on jamais n'en veut fait de pas. sponsoring? Ouais, c'est ça, il y a différents modèles. Avec Ça fait un bail, on a rien à vendre, en fait. Notre objectif est vraiment d'avoir le maximum de monde sur ce podcast et après de pouvoir, avoir des sponsors qu'on va sélectionner et qu'on va présenter et aujourd'hui, en France, sur des podcasts très ciblés, tu peux vendre à un sponsor à peu près 10 centimes l'écoute, D'accord. ce qui, aujourd'hui, Ça fait un bail, ça fait 40 000 écoutes par mois, Mmh. et du coup, avec les sponsoring, j'arrive à faire à peu près 4 000 € par mois avec le podcast. Ça a pris, tu vois, ça a pris 2 ans. Ça a pris 2 ans à vraiment grandir et cetera. Maintenant, la courbe, elle est vraiment exponentielle, donc il y a il y a il y a peu de chances pour que l'année prochaine, je sois pas à 80 000 ou 100 000 écoutes. Parce que vraiment, chaque personne qui découvre ton podcast, il va réécouter les 50, les 90 épisodes d'avant, donc ça fait vraiment grandir les stats et mmh et ça, voilà, s'il y a un sujet qui vous intéresse, qui vous passionne, vous commencez à créer, que ça soit si vous êtes bien avec votre image et que vous aimez, faire le show, allez sur YouTube. Si vous aimez, discuter, des heures de ce sujet, comme c'était le cas pour moi avec l'immobilier et que vous aimez rencontrer des gens, faites du podcast, c'est absolument génial, tu peux te lancer en podcast avec, 100 € de matériel, Ah oui. ça demande vraiment pas grand chose, D'ailleurs, j'aimerais et ça, ensuite. ça a aucun rapport, mais la fois passée sur ton podcast, tu avais vraiment tu sais, une belle page de présentation que je me suis connecté, c'était super. On en discutera, off air, mais Ouais, j'aimerais ça, carrément. parce que nous, on utilise Zoom, puis c'est pas terrible, mais je crois beaucoup pour l'avenir, comme tu dis, à la création de contenu, même aider quelqu'un. Tantôt, tu as dit quelque chose de super intéressant. Tu es allé à San Francisco. Puis il y avait quelque chose là-bas et tu leur as écrit pour l'implanter. Tu as fait les démarches toi-même pour dire: «Hey guys, c'est super». Peux-tu m'expliquer ça un petit peu? Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai jamais postulé à une offre de job. J'ai toujours voulu, et ça, tu en as parlé dans mon podcast, ça m'avait fait sourire. Tu disais, tu crées ton job, ta fiche de poste toi-même Ouais, et moi, je suis à San Francisco, ça coûte une fortune. Je fais tout pour, économiser de l'argent. Je vis dans un appartement, je pensais que c'était une colocation, mais c'était un squat, en fait. Je OK. payais 1 000 € je payais 1 000 € ma chambre en plein centre de San Francisco, mais quand il y avait la police, il fallait qu'on cache les matelas parce qu'on n'avait pas le droit d'être là. C'était vraiment, c'était vraiment particulier OK, et ouais, je ouais. découvre je découvre un service qui me permet de manger pour 6 $ par jour. Ça OK, s'appelait Millpal, donc je payais un abonnement 6 $ par jour et j'avais chaque restaurant, chaque jour, ils me proposaient une option de leur carte. Il fallait que OK. je commande en avance. Du coup, ça permet aux restaurants, voilà, de vendre beaucoup moins cher, mais de prévoir leur stock, de préparer
le matin quand il y a personne, alors qu'en fait, le midi, ils peuvent pas faire plus de commandes et je trouve le truc génial, quoi. Je me dis: «Mais, ça, là, on est à La Défense, je peux montrer aux auditeurs, c'est des tours et des tours, ici, dans un endroit aussi dense, ça marcherait super bien». Hem Et du coup, voilà, à chaque fois que je voyais un super service, à San Francisco où j'ai l'impression que, tu vois, aux États-Unis, ils ont 2 ans d'avance sur beaucoup de tendances. Ouais. Quand j'étais à San Francisco, j'ai vu passer des Uber sans chauffeur, des voitures autonomes, sans chauffeur. Alors après, ils ont été interdits, mais tu vois, moi, j'arrivais en petit Européen, là, j'étais complètement fou, de voir un truc comme ça et j'ai envoyé à plusieurs boîtes, un petit message en disant: «Bah, ça marcherait super bien. Moi, je sais faire ça, ça, ça et je connais très bien Paris. On pourrait lancer ça en pilote à Paris, pour que vous attaquiez l'Europe après». Et eux, ils m'ont répondu, ils ont fini par me répondre, et c'était génial parce que moi, j'étais encore étudiant. Eux, ils le savaient pas vraiment. J'ai pas mis en avant que j'avais pas encore mon diplôme. Du coup, j'ai réussi à trouver un job qui était, 2 fois mieux payé que tous mes collègues de l'école parce qu'en fait, Ah ouais. les salaires étaient pas du tout les mêmes. J'étais le premier. Ils avaient aucune manière de comparer et j'ai lancé ça pour eux en France et bah, c'était beaucoup de travail mais c'était une expérience qui était extraordinaire. Ah ouais, c'est au niveau justement, outre le salaire, au niveau juste de l'expérience que tu allais chercher. Tu sais, je t'ai parlé, je pense, de Guillaume, là, faut passer sur le podcast. C'est maintenant un employé qu'on a avec Liberté Ouais, 45. Guillaume, moi, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais il nous a écrit. Il nous a écrit pour dire: «Hey, je vois que vous avez besoin, j'aimerais ça vous aider bénévolement». Puis bon, là, je dirais pas son salaire parce qu'il me l'a pas dit. Enfin, dans le sens que je lui demanderai avant de pouvoir le dire. ouais, Mais il est rendu à faire un bon salaire, là, parce que c'est lui qui s'occupe de couper nos podcasts. C'est lui qui est rendu nous s'occuper de la vidéo, du son, de répondre à tous nos courriels, de gérer les réseaux sociaux. Il a créé son propre poste dans un domaine qu'il passionne. Tu sais, ce que tu as fait, tu sais, il y a encore des opportunités. C'est ça que des fois, tu sais, les gens sont comme: «Ah ouais, tu sais, ah, il y a plus rien maintenant, tu sais, tu peux plus rien partir, tout a été fait». Puis on a reçu François Lambert qui a parti, c'est lui qui s'occupe heu, dans l'œil du dragon en France ouais, là, ou Shark Tank, ouais, ouais. je sais pas comment On vous a un appelez. truc qui s'appelle Qui veut être mon associé? Ça s'appelle chez nous. OK, ben lui, il y avait ça, mais il était un des dragons ici au Québec. C'est un entrepreneur à succès qu'on a reçu. Puis c'est ce qu'il disait, à un moment donné, il faut arrêter de réinventer la roue. Des fois, la solution, elle est juste en avant de toi. Qu'est-ce que tu sais faire? Bah, fais-le, mais fais-le mieux que les autres. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis toi aussi, que tu te sois allé dire, bon, bah, que je veux partir ça en France, parce qu'il y a encore des opportunités. Il y en a partout des opportunités. Moi, c'est parce que je manque de temps, puis c'est parce que ça me tente plus. Mais il y a tellement de choses qu'on pourrait faire. Moi, j'aimerais ça, un des side hustles que je voulais faire parce que j'ai une petite fille et elle regarde YouTube les matins. Et sur YouTube, elle regarde des conneries, mais des conneries. Donc, des gars qui sont en train de faire de la pâte à modeler ou de la glu ou la petite fille qui joue avec son père. Des C'est trop fort millions ça. de vues, des millions et des millions et des millions de vues. Je suis comme, Ça me fascine ça. moi, j'ai une idée de ça que j'ai voulu partir l'année passée, mais ça prend du temps, ça prend de l'aide, et cetera. Puis c'est de faire, que les parents, ils t'écrivent, puis que tu sois une princesse ou quelque chose, puis que tu fasses un message à l'enfant. Ils le font avec le Père Ouais, Noël, ce genre de truc-là, mais tu sais, c'est un peu, fait un peu, on va dire boboche, là, que c'est pas terrible, mais si tu pouvais faire quelque chose, tu sais, quelqu'un qui est bon justement avec, vidéo, un green screen et cetera, tu fais payer donc, tu as le choix avec, toutes les princesses de Disney, whatever, tu sais, tu achètes les déguisements, et cetera, les cosplays, puis tu fais ce genre de trucs-là. Vendre ça, mettre ça sur YouTube en plus, pour vrai, là, ce serait épique. J'y crois à ouais, fond, YouTube, la monétisation. J'écoutais, bah, tu dois connaître MrBeast, là, ouais, le gars qui a les chaînes YouTube, puis je regardais un petit peu hier son histoire. Il faisait des vidéos, puis il y en a une qui a monté super haute, puis après il s'est parti des chaînes, puis il fait des millions avec ça. Puis c'est pas un gars qui a un talent fou, c'est pas le gars qui est le plus beau gosse au monde, c'est pas le gars qui a le six-pack, qui a des abdos de fer. C'est un gars assez normal, tu sais, qui a pas des études, il y a pas 3 doctorats. Donc je trouve qu'il y a encore des opportunités, même si bah, des fois, t'es pas le meilleur communicateur ou que t'es pas le plus beau, que t'es pas mannequin, etc. Il y a encore des choses qu'on peut, ou que t'as pas des hautes études, il y a encore des choses qu'on peut réaliser. Donc voilà, c'était mon point, que je voulais dire. ouais et puis et surtout, c'est un très bon point et moi je trouve que le média, c'est un levier qui est génial. J'ai lu un livre récemment qui s'appelle, The Almanac of Naval Ravikant. OK. C'est un start-upper, de la Silicon Valley
qui est maintenant un peu philosophe et qui met beaucoup en avant ce qu'il appelle le soloprenariat. Donc, vraiment faire une boîte avec toi et faire beaucoup de personal branding, etc. Et, et il parlait des 4 leviers, tu vois. Et moi en fait, j'avais jamais réalisé avant peut-être l'année dernière qu'il y avait ce quatrième levier. Le premier, il disait que c'était pour aller plus vite en fait et travailler, finalement, créer des choses où tu as un vrai avantage, où tu es pas obligé de travailler 2 heures de plus pour gagner 2 fois plus, tu vois? Ouais. Et en fait, tu as ce 1er levier qui est, embaucher des gens. Donc, Mmh. embaucher des gens, construire, une équipe et là, tu peux leur faire faire des choses et faire grandir ton projet. Et ça, c'est un levier où vraiment tu es quand même dépendant de si la personne vient le matin, si elle est, motivée et cetera. Ouais. Tu as le deuxième levier qui est le capital et le capital, c'est, voilà, j'emprunte, soit j'ai de l'argent parce que j'ai hérité ou j'ai gagné ou j'ai épargné, soit je le demande à la banque et je vais pouvoir du coup, faire une levée de fonds, augmenter mes ressources et faire grandir ça plus vite. Pareil, là-dessus, tu es quand même dépendant de si quelqu'un est prêt à te prêter cet argent. Le troisième levier, il disait que c'était la tech, le code. Donc, tu développes un logiciel, un SaaS, et tu peux aller très loin. Mais ça, c'est dédié à ceux qui savent coder. Exact. Et du coup, moi, tu vois, je me suis toujours dit: «Ouais, les startups, j'adore, je vais créer un produit». Donc, quand je me suis lancé dans le podcast, je voulais créer un logiciel qui te permet de faire des podcasts facilement à partir de l'écrit et tout. Et en fait, j'ai réalisé que c'était pas mon truc, quoi. J'ai pas envie de lancer un produit. Et en fait, il présente le quatrième levier et ça a été comme une révélation pour moi. Il dit: «Bah, en fait, le 4e levier, c'est le média». Tu crées un média, donc tu apportes énormément de valeur pendant des mois ou des années à quelqu'un, à un groupe de personnes. Tu le fais grandir et en fait, ce truc-là, il est hyper, solide. Ça descendra pas si tu continues à produire et tu vas pouvoir en fait, mettre en avant des produits, créer des produits avec ta communauté et faire des sponsoring comme je fais avec mon podcast. MrBeast, il vend des burgers. MrBeast, il vend des burgers par millions, c'est pour dire il est capable de tout vendre s'il vend des Non, mais hamburgers il y a alors que des barres le de gars, il fait des vlogs. chocolat, il y a plein de trucs là, il y a Et plein de c'est produits maintenant qui gagnent. On prend Conor McGregor, le combattant du UFC, ouais, il est parti son Proper 12, là, sa marque de whisky, il a fait des millions avec ça parce que c'est c'est lui dingue. qui a vendu le whisky. En plus, je bois pas d'alcool, mais ça a l'air qu'il c'est pas top là, c'est pas le meilleur whisky du monde, mais c'est parce Non. que c'est Conor McGregor qui est en arrière de ça. Puis moi, j'y crois à fond d'être un personnage pour pouvoir vendre des choses, de créer aussi un climat de confiance et un climat de tu sais, d'être vraiment vrai, d'être authentique avec ta Ouais. communauté. Moi, je trouve ça super important pour le long terme surtout, là, tu sais. Et c'est plus facile en tant que consommateur, de s'attacher à une personne que s'attacher à une marque, je Ouais, trouve. ouais. C'est dur de s'attacher à une marque, en fait. Alors il y en a plein qui ont réussi, hein, des Apple, des Netflix et cetera. Tu as un attachement, à ces marques-là, mais c'est tellement plus dur qu'en fait, de juste te présenter, parler de ton parcours, parler d'où tu viens, de ce que tu as fait. Là, tu vas trouver tes 1ers fans beaucoup plus rapidement Ouais. et ça, se vendre des produits, tu vois, de grande consommation par des influenceurs, c'est un truc, je crois que avant l'année dernière, on n'avait jamais vu ça en France. Donc, je pense vraiment qu'on est sur le tout début de ce tremplin et il va y avoir des tonnes d'opportunités sur ces sujets-là. Ouais, je suis bien d'accord. Le média reste une façon d'aller toucher beaucoup de monde sans payer un tas d'argent. Après, ça prend de la constance, etc. Tu sais, si tu pars un podcast puis que tu penses que dans 3 mois, tu vas être, tu sais, que ton Ah non. podcast, c'est long, tu sais, c'est du temps. Tu sais, juste nous, nos invités, on commence à avoir on a des très bons invités depuis le début, mais au début, on a des invités qui nous ont même pas daigné nous répondre à nos messages, qu'on les voyait qu'ils les lisaient, tu sais, parce qu'on avait l'accusé de réception qui nous répondait pas. Puis ces mêmes invités-là, maintenant, c'est eux qui nous écrivent pour dire: «Hey, j'aimerais ça, les gars, venir sur votre podcast». Donc, tu sais, je trouve ça assez comique qu'à un moment donné, la roue, elle tourne, tu C'est sais, clair. la roue tourne, puis des fois, c'est à nous maintenant qu'on. Tu sais, la vie, elle est longue. La vie, elle est longue. C'est un de mes partenaires en business qui dit tout le temps ça: la vie est longue. On entend souvent l'inverse, la vie est courte, mais moi je pense que la vie est très longue, puis de ne pas brûler tes contacts sans être pour autant quelqu'un de manipulateur et de toujours s'attendre à quelque chose, mais
de faire attention à ton réseau, d'être vrai avec eux, de leur faire confiance, de toi aussi être digne de confiance de ton réseau. Je pense que ça aide énormément. Mais oui, je crois beaucoup moi aussi aux médias. Je pense que c'est une chose qu'on peut se démarquer beaucoup par rapport à ça. Même si je trouve, tu sais, la fois passée, je voyais les 10 TikTokers les plus populaires au Québec. J'étais comme, man, ils ont zéro talent, là. Zéro talent. Le gars, tout ce qu'il fait, c'est aller dans la rue, faire des tirages, puis donner une paire de AirPods au gars. Puis je suis comme, pourquoi Ouais, lui, c'est il est ça. là exactement? Tu sais, il n'y a aucune valeur ajoutée, là. Mais ils sont populaires, ils sont connus en faisant des vidéos bidons. Mais en même temps, je me dis, bah, tu sais, la majorité de la population, et c'est pas des clients les plus aiguisés de la boîte, hein. Moi, je le dis, je m'en fous. Tu sais, la statistique, nous, au Québec, c'était 80% des Québécois font de l'anxiété par rapport à leur situation financière. Puis je disais, Hubert, est-ce que j'ai envie d'être comme la majorité des Québécois? Bah, non, la réponse est non. Donc, moi, je suis bien dans mon petit 1%. Je le vis très bien. Puis des fois, je vois des conneries passer sur TikTok. Une fille qui fait une danse qu'elle a l'air d'une débile, bah, elle va avoir des centaines de milliers de likes et de vues. Puis bah, moi, je donne les 3 conseils pour réussir ta vie d'entrepreneur. Puis j'ai 3 likes. Puis c'est ma mère, ma sœur et mon père. Donc, je Non, plaisante, mais avant, mais c'était ça, hein. Avant, c'est un c'était ça. c'est un bon point, c'est un très bon point et moi aussi je suis hyper frustré parfois, de voir des influenceurs de télé-réalité, réussir et d'ailleurs vendre des trucs, Ouais, ridicules, des trucs horribles, même des trucs dangereux parfois, surtout sur le trading et tout. Enfin, ça peut vraiment être dangereux, hein. Ce qui est des trucs qu'ils vendent en projets crypto qui se sont cassés la figure, cette année et je pense que maintenant, bah, il y en a donc qui ont même des problèmes avec la justice, hein. tant Parce que mieux. ils sont associés à ces projets-là qui étaient des arnaques et en effet, je suis d'accord avec toi, c'est bien qu'ils payent pour ça. Hem, il y a, je pense qu'il faut trouver le bon milieu parce qu'il y a aussi énormément de gens, ils rentrent le soir et juste ils ont pas envie d'avoir plus de connaissances qui leur viennent, tu vois? Ouais, Et moi, mes employés qui sont plus il y a 2 jeunes filles qui m'aident et elles connaissent rien à l'immobilier, mais c'est elles qui font aussi le montage et cetera des épisodes. Heu, elles commencent d'ailleurs à bien comprendre et bientôt elles vont être des super investisseuses, mais mais souvent elles me disent: «En fait ça, là j'ai rien compris», tu vois? Là, là tu me parles il y a 3 mots dans ta phrase que j'ai pas compris ou ouais, il me manque 3 définitions et ça m'aide un peu à reprendre un peu de recul aussi et je le fais à contre-cœur, j'avoue, mais parfois du coup je fais du contenu très, très basique, ouais, il faut. parce qu'il faut en fait, dans toute ta palette de contenu, que tu aies des choses qui soient très, très top of the funnel, donc des choses vraiment hyper larges et cetera. Limite des choses où les gens se fatiguent pas à t'entendre, tu vois? Je vais faire un TikTok sur, «Ah, c'est quoi les constructions qui ont coûté le plus d'argent dans le monde?» Bah, il y a la muraille de Chine, il y a machin, tu vois? Ça, c'est un truc, où tout le monde mais finalement tu apprends pas grand chose, tu vois? Tu apprends Ouais. pas à investir ou à faire grandir ton patrimoine et j'essaye de le mixer avec des choses, où tu vois, je reçois une fois par semaine les plus grands experts de France sur l'investissement. Moi, j'ai envie de retransmettre ces choses-là, quoi. Ouais, Mais ouais, ça finalement, ça intéresse pas tout le monde. exactement. Et c'est un peu là-dessus que je suis Ouais. aussi. Heu, Puis malheureusement, faut aller avec ce que les gens veulent. Puis bah, écoute, à un moment donné, peut-être que ça va décoller. Moi aussi, je fais des vidéos TikTok, puis j'ai quand même personne qui les écoute. Alors je suis comme, ce contenu-là, il vaut de l'or, là. Je suis en train de te donner Ouais. pas des secrets, parce qu'il y a pas de secret là-dedans, mais je suis en train de te donner l'expérience que j'ai vécue. Puis tu sais, dans le sens où j'ai une certaine expérience, j'ai un certain bagage. Puis bah, ils préfèrent aller regarder une fille en train de danser ou un gars en train de cacher des billets de 20 $ en dessous d'une chaise, puis qui te fait une chasse pour aller le. Puis à un moment donné, il faut vivre avec son temps. Puis les gens aussi, c'est ce qu'ils veulent. Donc à un moment donné, donnons aux gens ce qu'ils veulent aussi. Puis ceux qui trouvent que c'est pertinent ce que nous on fait, bah, à ce moment-là, ils nous suivront. Tu sais, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Ouais, mais on va trouver Simon, on va trouver comment percer sur TikTok. Je pense qu'il faut pas qu'on fasse la même chose que sur notre podcast. On va Non, se motiver parce que je me suis lancé aussi et j'ai pas trouvé la solution encore. là, moi j'ai Mais une moi, ça vidéo qui m'intéressait marche pas mal. Hubert, il y a une vidéo ouais, qui est proche du million de vues. OK. Puis moi, la vidéo j'ai 160 et quelques mille vues, mais je me fais juste insulter à peu près. Donc je parle d'immobilier en plus, je pense. Non, non, je parle de communisme. Je parle de communisme.
Puis bref, ça fait Ah, partie. ça plaît, c'est clivant, c'est bien. Mais Ah ouais, allez sur suivre Simon TikTok. sur, TikTok. Allez suivre pour lui donner un peu de force et C'est très basique, mais tu sais, c'est correct. Je le fais parce que les vidéos, je les mets aussi sur Instagram puis sur YouTube. Donc, c'est ouais, justement pour m'amuser. Je compte pas être un TikToker. Puis, je sais que mon message aussi n'est pas pour tout le monde, hein. Je sais de dire aux gens, rentre chez toi le soir. Tu sais, Liberté 45 peut vouloir dire faire ton 40 heures par semaine puis te rajouter un 5 heures où tu travailles sur ton projet à toi. Tu sais, quelqu'un m'avait dit ça ouais, justement. Tu sais, c'est pas forcément Liberté 45 ans. C'est peut-être parce que nous, les heures légales au Québec, c'est 40 heures par semaine. Après ça, tu es payé normalement overtime. OK. Donc, je disais, bah, tu fais ton 40 heures, puis après, tu travailles 5 heures de plus sur ton projet. Mais je sais que c'est pas pour tout le monde. Je sais qu'il y en a. Tu sais, la fois passée, quelqu'un a commenté sur Liberté 45 ah, on n'a pas toute cette chance-là de pouvoir mettre, je pense, que c'était $500 par mois de côté. Puis j'avais répondu, OK, la chance. Et les gens vont associer beaucoup la réussite à la chance, alors que il y a une partie de chance, hein. Il y a une partie de chance, mais pas tout le temps. Tu sais, il y a aussi beaucoup de travail en arrière de ça. Donc, en Ah, tout c'est cas, que si tu jettes le dé 100 fois, il y a bien un moment où tu vas faire un 6 normalement, il ouais, y a pas de risque, quoi. exactement. Et moi, ça Euh, m'intéresse de savoir, tu parlais des 1 et sur TikTok, tu es pas encore dans les 1 mais sur le podcast, tu es vraiment dans les 1 C'est quoi un peu les trucs que tu as qu'est-ce qui fait le succès de ton podcast, tu penses? Ben, je pense qu'avec Hubert, Hubert et moi, on a une très bonne relation de partnership où on n'essaye pas de se marcher l'un sur l'autre. J'aime beaucoup ma relation avec Hubert, sans pour autant qu'il y ait un patron ou quelqu'un qui décide. On s'entend très bien, puis il n'y a pas de non-dit. Donc, avec le podcast, ça se sent déjà, il n'y a rien qui est préparé. Des fois, on se fait une petite liste de on veut parler de tel sujet, mais on fait aucune préparation, on parle. Je pense que Hubert et moi, on est très authentiques. C'est-à-dire qu'on va pas aller bullshiter aux gens, leur dire des conneries ou quoi que ce soit. On le dit, puis moi je dis, les gens ont mon adresse du gym, tu sais, ils savent, s'ils pensent que je dis des conneries, ils peuvent venir me voir au gym, ça va me faire plaisir de leur répondre ou de me battre avec eux, peu importe. L'un ou l'autre me fera plaisir si j'avais un petit bol, je plaisante. Puis on invite des invités de qualité. Je pense que les gens qu'on invite ont un message à faire passer et qui peuvent être enrichissants par rapport à leur vie de tous les jours. On essaie de pas être juste sur la bourse. Donc, tu sais, on va parler d'immobilier. Tu étais en France, on a eu Caroline Jurado, on a eu Johan Lopez qui est aussi en France, on a eu des investisseurs ici, on a eu des gens plus comme drôlement inspirants, qui est un gars qui fait dans le développement personnel. On a eu là François Lambert qui l'épisode sort dans le fond le 7 décembre qui est aujourd'hui. Donc on a un petit peu de tout, puis c'est la constance. Pour moi, la clé en business de tout le mot, c'est la constance et la préparation. Tu sais, dans le sens, je te disais tantôt, on se prépare pas, mais dans le sens que faut une certaine préparation. Puis on avait reçu une fille sur le podcast qui avait dit fait vaut mieux que parfait. Et des fois, on s'attend à ce que tout soit sur la coche, sinon on le fera pas. Ben nous, des fois, c'est pas sur la coche. Le son il est pas bon, l'image est pas bonne. Des fois, il y a des choses qui sont pas terribles, mais on le fait pareil. Et je crois beaucoup à ça de fait. Moi, quand elle m'a dit ça, Lison, fait vaut mieux que parfait, j'étais comme waouh! Parce que des fois, ben, j'hésitais à partir des choses. Ah, c'est pas parfait, les gens vont trouver que c'est, mais à un moment donné, c'est comme, gars, fais-le. Puis si c'est pas parfait, améliore-le avec le temps. Puis c'est un petit peu, je pense que c'est la clé du succès du podcast, c'est qu'on dit les vraies affaires. On dit les vraies affaires. Oui, on vend de la formation. Les gens, ils savent qu'on vend de la formation. Mais tu sais, on fait des appels avec les gens où on voit si la formation est pour eux ou pas. Puis il y a plein de gens qui la prennent pas, puis que jamais ils ont un email 2 mois après pour dire hey, let's go, là, tu l'as pas pris, ah, t'es sûr? Ah, je peux te faire un 50 pour. Non, tu la prends pas. Tu la prends pas, c'est pas mon problème, là. Ce qui est drôle, c'est que il y a plein de monde qui n'ont pas suivi la formation. J'allais en parler justement avec Hubert aujourd'hui. Puis ils nous réécrivent maintenant pour dire hey man, si j'avais pris la formation v'là 6 mois, ça m'aurait tellement fait sauver d'argent ou quoi. Donc, tu sais, je trouve ça comique qu'à un moment donné, ça te revient. Tu sais, que les gens, ils font ah non, c'est quoi, je vais le faire par moi-même. 3, 4 mois après, ils sont en train de perdre de l'argent à côté. Puis là, ils sont comme bon, bah, finalement, je vais peut-être investir dans de la formation. Donc, ouais, on est vrai, on n'est pas pushy d'aller pousser le monde pour acheter à tout prix. Un petit peu comme ça que je pense que c'est ça pour moi la clé du succès, là, puis de travailler plus fort. Tu sais, moi, je travaille peu occupé, mais dans le sens que, tu sais, le samedi, dimanche, c'est là où est-ce qu'on enregistre les podcasts. Tu sais, on n'arrête pas, là. On est tout le temps en train d'essayer de trouver des nouvelles idées. On fait beaucoup de recherches. Avant de parler d'un sujet, il faut faire des recherches aussi. Donc, on fait un petit peu tout ça.
Ouais et en effet, tu as tellement offert, tu vois, gratuitement. Je pense que c'est la clé aussi, c'est de Ouais, donner. ouais, Heu, Tu parlais de Johan Lopez, il a une newsletter sur les finances personnelles. Elle est hyper solide. Parfois, je la lis pas pendant plusieurs mois parce que j'ai pas le temps. Mais en fait, Johan, il a tellement offert de contenu gratuit qu'aujourd'hui, j'ai pris l'abonnement. C'est un abonnement à 60 € par an, mais c'est presque pour le remercier, en fait, que j'ai ouais, pris ça. Il m'a tellement offert le truc que même si je la lis pas la newsletter, je vais continuer à la payer, tu vois? Et il y a ce je comprends. truc-là de give it forward qui est important, Ouais, je pense que donner, c'est important. Nous, on le fait avec le gym aussi. On fait des vidéos, des capsules gratuites qu'on envoie avec des techniques, et cetera. Puis bah là, nos chaînes commencent à monter. Mais je me dis, à un moment donné, nous, on veut partir nos propres galas, faire des événements de combats, de jiu-jitsu, et cetera, des séminaires. Bah, peut-être que les gens vont dire, hey, ils m'ont tellement donné. Puis j'ai fait une vidéo hier, les 3 conseils pour, réussir sa vie de rêve en fait bah, déjà c'est de te tu sais, j'ai dit un c'est de te fixer des attentes. C'est quoi ce que tu veux? Si tu as pas de rêve, d'objectif, ça va être difficile de dire: «Ah je veux une vie de rêve» quand je sais pas ce que c'est, puis de prendre les actions pour y arriver. Puis la deuxième chose que je disais, c'est de donner ton 110. Peu importe où tu vas, essaye de créer une valeur, tu sais, de donner une valeur ajoutée à quelqu'un. Peu importe où tu vas, que tu fais du bénévolat, tu travailles, tu vas aider un ami à bricoler chez lui, tu sais, donne ton 110. Fais le extra miles dans qui va te ça va te revenir. Puis je le dis, peut-être pas demain, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas dans un mois, mais à un moment donné, ton comportement, ton attitude, ça va te revenir. Ouais, tu vois, quand j'ai voulu aller bosser pour cette boîte américaine et lancer Paris pour eux, moi, Mhm. j'étais déjà en contrat. J'étais déjà en contrat et en France, sur ces contrats-là, j'avais un préavis de 3 mois. Ok. Donc ça veut dire que il faut que je prévienne 3 mois avant. Mais quand ils m'ont prévenu, les Américains, ils m'ont dit: «Non, non, tu commences maintenant, sinon c'est mort, quoi». Ouais. Donc je me retrouve à en parler à ma direction et cetera et ils veulent pas, ils veulent rien savoir. Ils me disent: «Non, non, non, tu nous quittes comme ça, donc tu auras pas ton papier. Tu peux pas, en fait, tu peux pas partir comme ça, tu as 3 mois, tu nous dois 3 mois, quoi». Et j'étais vraiment bloqué. J'étais vraiment bloqué. C'était une opportunité de rêve, tu vois? Et j'essaye, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire et finalement, bah, j'arrive pas à trouver de solution, tu vois? Et heu et c'était un moment où je lisais un livre, qui s'appelle, How t How to Get Rich and Influence People, un truc Ouais, comme ouais, ça, qui est ouais, très ouais. connu dans le business, où honnêtement, j'ai pas retenu grand chose de ce livre, mais il y avait un truc que j'avais lu et je m'étais dit: «Vas-y, tu sais quoi? S'il y a un moment où je dois l'appliquer, je le fais maintenant» et il parlait énormément de donner gratuitement et que la gentillesse pouvait la vraie gentillesse authentique pouvait te revenir en positif dans la figure et je le fais de manière consciente, tu vois? Je vais voir, la secrétaire générale de la boîte qui était un peu, tu vois, comme la maman qui était là à s'occuper de tout le monde, quand tu étais pas bien, elle était là, c'est elle qui te donnait tes fiches de paye, tes machins, tes trucs. Elle était toujours très bienveillante et et j'ai même si, elle avait des choses un peu difficiles à t'annoncer, tout ça, elle prenait toujours des pincettes, elle était très franche, très sereine et tout. Et je suis juste allé la voir, tu vois, sans lui demander quoi que ce soit et je lui dis: «Écoute, en fait, je te l'ai jamais dit, mais j'ai toujours aimé la manière dont tu traitais les gens, les gens se rendent pas vraiment compte dans la boîte à quel point tu apportes», parce qu'elle était que secrétaire, tu vois? Mais pour moi, Ouais. elle avait un impact qui était très fort et je lui ai juste, dit ça comme ça. Elle s'est mise à pleurer et là, elle pleure et je me dis: «Mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pas fait une connerie ou j'en sais rien?» Et en fait, elle me dit: «Bah, ça me fait beaucoup de bien, ça fait des années que j'ai l'impression de pas avoir, de pas avoir assez de reconnaissance et cetera et que tu me dises ça, ça me fait trop de bien et cetera». Je pars et le lendemain, elle avait remué ciel et terre, parce qu'elle, elle savait que je Ouais, cherchais ce papier pour partir et tout et le papier était sur mon bureau le lendemain et j'ai pu partir comme ça. c'est fou. Et et là et là, je me suis dit: «OK, bah, tu vois, enfin, jamais de la vie, j'aurais pu essayer tout ce qui était en mes possibilités, prendre un avocat, prendre machin, j'aurais pas réussi» et là, en 2 minutes, le problème, il a été réglé et j'ai même pas menti, tu vois? J'ai même pas cherché à la manipuler. Ouais, C'est ouais, je juste, comprends. voilà et Tu voilà la tu petite t'attendais pas histoire, à quoi. ça, quoi. Ouais. Bon, bah, écoute.
Écoute, c'est terminé pour aujourd'hui parce que je sais même pas si l'épisode est enregistré au complet. J'espère que oui, mais en tout cas, on aura un bout. Je te tiendrai au courant. L'épisode devrait sortir la semaine prochaine. Si Super, on veut te trouver, tu as ton épisode, donc ton podcast, ça fait un bail qui est disponible sur toutes les grandes plateformes, sur Instagram aussi à la chaîne pour s'abonner. On va te taguer sur exactement, YouTube, etc. Puis, trop sympa. très gentil d'être venu à distance. Si jamais tu cherches un pied-à-terre au Québec, t'as juste ton billet à payer, tu viendras habiter à la Ouais, maison, on ça pourra profiter ici. ça me ferait plaisir, qu'on se rencontre carrément. Bah, moi aussi, je viendrai pas en France, par contre, je te dis tout de suite, j'ai peur de l'avion, mais si tu veux venir ici au Québec, ça va me faire plaisir de te recevoir, puis de faire un podcast en vrai, pourquoi pas, tu viendras au studio ici à Montréal ou à Québec. Donc, merci à tous d'avoir écouté, merci Jérémy d'avoir été là. N'oubliez pas, guys, de vous abonner à son podcast aussi si vous voulez en savoir plus sur l'immobilier. Puis on se revoit la semaine prochaine. Salut, ciao, merci à tous. À bientôt.